Bienvenue sur la chaîne Livre Audio Français Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. Il marche lentement vers le parking, où les seules voitures qui restent, sans compter la sienne, sont celles des employés du restaurant. Il sort ses clés et les fait sauter dans le creux de sa main. Contrairement à celles de Mrs. T, les siennes sont accrochées à un anneau. Eh oui, il a un porte-clés, un petit rectangle en plastique, renfermant la photo de sa fille. Ellie, quand elle avait 17 ans, radieuse dans sa tenue de lacrosse du lycée de City High. En ce qui concernait les clés de la Mercedes, Mrs. Trelawney n'en avait jamais démordu. À chaque interrogatoire, elle persistait à dire qu'elle avait toujours eu un seul jeu de clés. Même quand Pete Huntley lui avait montré la facture indiquant « clé 2 » dans la liste des accessoires fournis avec la voiture lorsqu'elle en avait pris possession en 2004, elle avait continué à nier. Elle disait que la facture était erronée. Hodges se souvient de la certitude d'acier de sa voix. Pete dirait qu'elle avait fini par avouer. Pas besoin de laisser un mot. Le suicide est une confession en soi. Son mur de déni avait fini par s'effondrer. Comme le type qui s'est enfui après avoir écrasé quelqu'un finit par vider tout son sac. Oui, c'est vrai, c'était un enfant, pas un chien. C'était un enfant, et j'étais en train de regarder mon portable pour voir qui m'avait appelé, et je l'ai tué. Hodges se rappelle comment chaque interrogatoire successif de Mrs. T avait produit une sorte d'étrange effet boule de neige. Plus elle niait, plus il l'exécrait. Pas seulement Hodges et Huntley, mais toute la brigade. Et plus il l'exécrait, plus ardemment elle niait. Parce qu'elle savait ce qu'il ressentait pour elle. Oh que oui. Elle était certes égocentrique, mais pas Hodges s'arrête, une main sur la poignée brûlante de sa voiture, l'autre en visière. Il regarde le passage obscur sous le pont autoroutier. C'est le milieu de l'après-midi, et les citoyens de Lowtown ont commencé à sortir de leur crypte. 4 d'entre eux sont tapis dans l'obscurité du pont, 3 grands et un petit. On dirait que les 3 grands bousculent le petit. Alors que Hodges les regarde toujours, l'un d'eux arrache le sac à dos du petit, provoquant une explosion de rire de troll. Hodges, comme en flânant, commence à descendre le trottoir lézardé jusqu'au pont. Il n'y réfléchit même pas et prend tout son temps. Il met les mains dans les poches de sa veste. Camions et voitures défilent dans un grondement sur la bretelle d'autoroute, projetant leurs formes sur les rues en contrebas, dans un kaléidoscope d'ombre et de lumière. Il entend l'un des trolls demander au petit combien d'argent il a sur lui. « J'ai pas d'argent, » répond le gosse. « Laissez-moi tranquille. »« Vide tes poches, on verra bien, » lui ordonne Troll 2. Le gosse préfère tenter la fuite. Mais Troll 3 le ceinture par derrière, au niveau de sa maigre poitrine. Troll 1 lui attrape les poches. « Hey yo, c'est pas des billets que j'entends craquer ?» qu'il fait. Et le visage du petit se crispe pour ne pas pleurer. « Si mon frère y vous retrouve, il vous cassera la gueule. »« Oh, j'ai peur, » dit Troll 1. « Arrête ou je vais me pisser de... » Puis il aperçoit Hodges s'approchant d'eux dans la pénombre, précédé de son ventre. Les mains bien enfouies dans les poches de son vieux veston pied de poule informe, celui rapiécé au coude, celui dont il n'arrive pas à se séparer, même s'il sait qu'il est archi-usé. « Qu'est-ce que tu veux ?» demande Troll 3. Il ceinture toujours le môme par derrière. Hodges hésite à prendre une voix traînante à la John Wayne, puis abandonne l'idée. Le seul Wayne que ces petites frappes doivent connaître, c'est Lil Wayne. « Je veux que vous laissiez le petit homme tranquille, » dit-il. « Et foutez le camp d'ici. Vite !» Troll 1 lâche les poches du petit. Il porte un sweat à capuche et la casquette de rigueur des Yankees. Il met ses mains sur ses hanches minces et penche la tête d'un air amusé. « Va te faire mettre, gros lard !» Hodges ne tergiverse pas. Ils sont 3 après tout. Il sort le happy slapper de sa poche droite, content de son poids rassurant dans sa main. Le slapper est une chaussette écossaise. Le pied est rempli de billes en métal. La tige est nouée au niveau de la cheville pour éviter que les billes d'acier ne s'échappent. Hodges la balance en direction du cou de Troll 1 en un arc de cercle horizontal étendu, en faisant bien attention de ne pas viser sa pomme d'Adam. Tu touches un mec à cet endroit, tu risques de le tuer.
Et ensuite, on te colle dans les bureaux à perpète. On entend un bruit sourd métallique. Troll 1 perd l'équilibre, son air amusé, se muant en douloureuse surprise. Il trébuche et tombe du trottoir sur la chaussée. Il roule sur le dos, suffocant, étreignant son cou, les yeux fixés sur le plafond du pont au-dessus de lui. Troll 3 s'approche. « Putain de... » commence-t-il, et là, Hodges lève la jambe, plus aucune fourmi, Dieu merci, et lui balance un vif coup de pied dans les parties. Il entend son pantalon craquer et a le temps de penser. Quel gros cul! Troll 3 lâche un hurlement de douleur. Ici dessous, avec le bruit des voitures et des camions au-dessus de leur tête, son cri est bizarrement aplati. Il se plie en deux. Hodges a gardé sa main gauche dans son veston. Il pointe 2 doigts à travers la poche dans la direction de Troll 2. « Hé, connard! Pas besoin d'attendre le grand frère du petit homme. C'est moi qui vais te casser la gueule. 3 contre 1, ça me fout en rogne. »« Non, mec, fais pas ça !» Troll 2 est grand, bien bâti, dans les 15 ans. Mais sa terreur le fait régresser à 11-12 ans. « S'il te plaît, mec, c'était juste pour s'amuser. »« Alors cours, petit mec, qu'on s'amuse un peu, » dit Hodges. « De suite !» Troll 2 détale. Troll 1, pendant ce temps, s'est mis à genoux. « Tu vas le regretter, gros là !» Hodges fait un pas vers lui. Slapper brandit. À sa vue, Troll 1 pousse un cri de gonzesse et se couvre le cou. « T'as intérêt à courir, toi aussi, » lui dit Hodges, « ou le gros lard va t'en coller une dans la face. Quand ta mère arrivera aux urgences, elle passera à côté de toi sans te voir. » Et à ce moment-là, avec le flot d'adrénaline et la pression sanguine sans doute à plus de 200, il le pense vraiment. Troll 1 se lève. Hodges fait mine de le frapper, et Troll 1 bondit en arrière de manière tout à fait jouissive. « Embarque ton copain et tirez-vous. Et mets-lui bien de la glace sur les couilles, » lui dit Hodges. « Elles vont enfler. » Troll 1 passe son bras autour de Troll 3, et il s'éloigne en clopinant vers le côté Lowtown du pont autoroutier. Quand Troll 1 s'estime suffisamment en sécurité, il se retourne et lance « Je te retrouverai, gros tas !»« Prie pour que ça n'arrive pas, minable !» répond Hodges. Il ramasse le sac à dos et le rend au gosse qui le regarde avec de grands yeux méfiants. Il doit avoir 10 ans. Hodges remet le slapper dans sa poche. « Tu devrais pas être à l'école, jeune homme ?»« Ma maman l'est malade. Je dois aller lui chercher des médicaments. » C'est un mensonge tellement éhonté que Hodges ne peut s'empêcher de sourire. « Elle est pas malade, non, » dit-il. « Tu sèches l'école. » Le gosse ne dit rien. C'est un truc de flic, ça. Personne d'autre se serait interposé comme ce type l'a fait. Et personne d'autre trimballerait dans sa poche une chaussette pleine de billes de roulement. Mieux vaut la boucler. « Va sécher en lieu sûr, » dit Hodges. « Il y a un terrain de jeu sur la 8e avenue. Vas-y voir. » « Ils vendent du crack là-bas. »« Je le sais, » lui dit Hodges, presque gentiment. « Mais t'es pas obligé d'en acheter. » Il pourrait ajouter. « Et t'es pas obligé d'en faire passer non plus. » Mais ça serait naïf de sa part. Dans Lowtown, la plupart des mioches font office de passeurs pour les dealers. Tu peux arrêter un gamin de 10 ans pour possession de drogue, mais va-t'en essayer de le faire inculper. Il commence à retourner vers le parking, du côté sûr du pont. Quand il jette un coup d'œil en arrière, le petit est toujours planté là. Il le regarde, son sac pendouillant au bout de son bras. « Petit homme, » dit Hodges. Le petit ne bronche pas. Hodges lève la main et pointe un doigt sur lui. « J'ai fait une bonne action pour toi, à l'instant. Avant le coucher du soleil ce soir, je veux que t'aies rendu l'appareil autour de toi. » Le gosse a l'air complètement largué à présent, comme si Hodges s'était mis à parler dans une langue étrangère. Mais c'est pas grave. Des fois, ça fait son chemin quand même, surtout avec les plus jeunes. Oui, ça agit. Les gens seraient étonnés s'ils savaient, pense Hodges. Vraiment très étonnés. Brady Hartsfield enfile son autre uniforme, le blanc, et vérifie le contenu du camion, passant rapidement en revue la liste d'inventaire, comme Mr. Lubb aime qu'il fasse. Tout y est. Il glisse la tête à la porte du bureau pour dire bonjour à Shirley Horton.
Shirley est une grosse truie, largement trop accro aux produits maison, mais il veut rester dans ses bonnes grâces. Brady veut rester dans les bonnes grâces de tout le monde. C'est beaucoup plus prudent comme ça. Elle a un petit faible pour lui, et ça aide. « Shirley, ma jolie !» lance-t-il, et elle rougit jusqu'à la racine des cheveux au-dessus de son front couvert de boutons. « Grosse cochonne !»« Groin, groin, groin !» pense Brady. « T'es tellement grosse que quand tu t'assois, ta chatte doit se retourner comme un gant. »« Salut, Brady. Encore le West Side aujourd'hui ?»« Toute la semaine, ma belle. Ça va, toi ?»« Ça va. » Encore plus rougissante. « Cool, je voulais juste te dire salut. » Puis il décolle, respectant toutes les limitations de vitesse, même si à cette allure, il met 40 putains de minutes à atteindre sa zone. Mais pas le choix. Tu te fais flasher dans un véhicule de fonction après la sortie des classes et t'es viré. Aucun recours. Mais quand il arrive dans le West Side, voilà le bon côté des choses, il est dans le quartier de Hodges, et avec toutes les bonnes raisons du monde d'y être. Se fondre dans la masse, comme on dit. Et concernant Brady, cet adage est des plus sages. Il quitte Spruce Street et descend lentement à Harper Road, en passant juste devant la maison du vieux Offrett. « Oh, mais regardez qui voilà !» pense-t-il. Le petit négro torse-poil, sûrement pour que toutes les petites mamans au foyer puissent admirer ses tablettes luisantes de sueur, poussant une tondeuse à gazon. Pas trop tôt, pense Brady. Ça commençait à être la jungle ici. Pas que le vieux Offrett ait dû beaucoup le remarquer. Le vieux Offrett est trop occupé à mater la télé, à bouffer des pop-tarts et à tripoter le flingue qu'il garde sur la table à côté de son lazy boy. Le petit négro l'entend approcher, même par-dessus le bruit de la tondeuse, et se retourne pour regarder. « Je sais ton nom, négro, » pense Brady. « Jérôme Robinson. Je sais presque tout du vieux Offrett. Je sais pas s'il te trouve à son goût, mais ça m'étonnerait pas. C'est peut-être pour ça qu'il te fait venir. » Derrière le volant de sa petite camionnette de Mr. Dalis couverte de visages d'enfants heureux et diffusant de joyeux carillons enregistrés, Brady lui fait coucou. Le négro lui répond et sourit. Évidemment, tout le monde aime le marchand de glace. Brady Hartsfield croise dans les rues du West Side jusqu'à 7h30, quand le crépuscule commence à drainer le bleu du ciel de fin de printemps. La première vague, de 3 à 6, est principalement composée d'enfants sortant de l'école, cartables dans le dos et billets de banque froissés à la main. La plupart d'entre eux ne le regardent même pas. Ils sont trop occupés à jacasser entre eux ou au téléphone, objet vital nécessaire à la survie, au même titre que la nourriture et l'eau. Quelques-uns disent merci, mais la plupart ne se fatiguent pas. Brady s'en moque. Il n'a pas envie qu'on le regarde, et il n'a pas envie qu'on se souvienne de lui. Pour ces sales gosses, il n'est que le type en uniforme blanc qui leur fournit leur dose de sucre, et c'est très bien comme ça. Temps mort de 6 à 7, pendant que les petits animaux sont à table. Peut-être que certains, ceux qui disent merci, discutent même avec leurs parents. Plus probable qu'ils pianotent sur leur portable pendant que papa et maman se racontent leur journée de travail ou regardent le journal du soir pour tout savoir sur le grand monde alentour, où les puissants n'en branlent pas une. La dernière demi-heure, les affaires reprennent. Cette fois, les parents se joignent aux enfants pour venir acheter des friandises glacées au camion carillonnant de Mr. Dalis, qu'ils mangeront, leur cul, gros cul en majorité, calé dans une chaise de jardin. Il a presque pitié d'eux. Ces gens n'y voient que dalle. Ils sont aussi stupides que des fourmis s'affairant autour de leur fourmilière. Leur marchand de glace est un meurtrier de masse, et ils n'en ont aucune idée. Plusieurs fois, Brady s'est demandé s'il serait difficile d'empoisonner un camion entier de crème glacée. La vanille, la chocolat, les sorbets, le parfum du jour, les barres chocolatées glacées, et même les glaces à l'eau et les Whistle Pops. Il est même allé jusqu'à faire des recherches Internet. Il a fait ce que Anthony Townes Frobisher, son boss à Discount Electronics, appellerait sûrement une étude de faisabilité, et conclut que bien que possible, ce serait stupide. Ce n'est pas qu'il répugne à prendre des risques. Il s'est tiré du massacre à la Mercedes alors qu'il avait plus de chances de se faire coincer que de s'en sortir. Mais il n'a pas envie de plonger maintenant.
il a du travail à faire. En cette fin de printemps et ce début d'été, son travail, c'est ce gros retraité de flic, K. William Hodges. Il se pourrait bien qu'il vienne faire un petit tour dans le West Side avec un camion rempli de glace empoisonnée quand le vieux flic en aura eu marre de faire joujou avec l'arme qu'il garde dans son salon à côté de son fauteuil et qu'il s'en sera servi pour de bon. Mais pas avant. Le gros flic énerve Brady Hartsfield. L'énerve carrément. Il a pris sa retraite avec les honneurs. Ses collègues lui ont même organisé une fête. Et en quoi cela est-il juste, alors qu'il n'a même pas réussi à arrêter l'assassin le plus célèbre que cette ville ait jamais connu? Pour son dernier trajet de la journée, il passe par Tillbury Lane, devant la maison où Jérôme Robinson, le jeune mec qui travaille pour Hodges, vit avec ses parents et sa petite sœur. Jérôme Robinson aussi énerve Brady. Robinson est beau. Il travaille pour l'ex-flic et il sort avec des filles différentes tous les week-ends. Ces filles sont toutes jolies. Certaines sont même blanches. C'est mal, ça. C'est contre nature. « Hé !» crie Robinson. « Monsieur le marchand de glace, attendez !» Robinson pique un petit sprint aérien à travers la pelouse avec son chien, un gros setter irlandais sur les talons. La petite sœur, qui doit avoir dans les 9 ans, n'est pas loin derrière. « Prends-moi chocolat, Jerry, s'il te plaît !» Il a même un nom de blanc, Jérôme, Jerry. C'est insultant. Il pourrait pas s'appeler Traymore, ou Devon, ou Leroy, ou Kunta Kinte, putain. Jérôme est pieds nus dans ses mocassins. Ses chevilles sont encore vertes d'avoir tondu la pelouse de l'ex-flic. Il arbore un grand sourire sur son visage indéniablement beau. Et quand il le sort à ses conquêtes du week-end, Brady te parie que ses filles baissent leurs culottes fissa et lui ouvrent les bras. « Viens par là, Jerry !» Brady, lui, n'a jamais été avec une fille. « Vous allez bien ?» demande Jérôme. Brady, qui a quitté le volant pour venir s'installer derrière la fenêtre comptoir, lui sourit. « Ça va. C'est bientôt la fin de la journée, alors ça ne peut qu'aller. Il vous reste chocolat? La petite sirène ici en voudrait bien. » Brady lève le pouce, souriant toujours. C'est à peu près le même sourire qu'il a eu sous son masque de clown quand il a appuyé sur le champignon et foncé sur la foule pathétique des demandeurs d'emploi du City Center. « Et une chocolat, une !» La petite sœur arrive. Elle a les yeux qui pétillent, et ses tresses rebondissent quand elle court. « M'appelle pas comme ça, Jay, je déteste !» Elle aussi a un nom ridiculement blanc. Barbara. Brady trouve l'idée d'une petite fille noire appelée Barbara tellement surréaliste que ça n'en est même plus insultant. Le seul à avoir un nom de nègre dans la famille, c'est le chien, dressé sur ses pattes arrière, les pattes avant sur la camionnette et la queue frétillante. « Couchez, Odell !» dit Jérôme, et le chien s'assoit, haletant et l'air joyeux. « Et pour toi ?» demande Brady à Jérôme. « Ce sera quoi ?»« Je vais prendre une glace à l'italienne. Vanille, s'il vous plaît. »« T'aimerais bien être couleur vanille, hein ?» pense Brady. Et puis il leur prépare leur commande. Il aime avoir Jérôme à l'œil. Il aime se renseigner sur Jérôme. Parce que ces temps-ci, Jérôme semble être la seule personne à côtoyer le vieux Offrette. Et au cours des 2 derniers mois, Brady les a suffisamment observés pour savoir que Hodges traite le gamin comme son ami, aussi bien que comme son employé occasionnel. Brady, lui, n'a jamais eu d'amis. C'est dangereux, les amis. Mais il sait ce qu'ils sont, de la pommade pour l'ego. Des filets de sécurité émotionnelle. Quand ça ne va pas, vers qui vous tournez-vous? Vers vos amis, bien sûr. Et vos amis disent des trucs du genre « ça va aller » et « ressaisis-toi » et « on est là pour toi » et « allons boire un verre ». Jérôme n'a que 17 ans. Trop jeune pour aller boire des verres avec Hodges, sauf des verres de soda, mais il peut quand même dire « ressaisis-toi » et « je suis là pour toi ». Alors, il mérite qu'on le surveille. Mrs. Trelawney n'avait aucun ami. Pas de mari non plus. Rien que sa vieille mère malade. Ce qui faisait d'elle une proie vulnérable. Surtout quand les flics ont commencé à lui mettre le grappin dessus. En fait, ils avaient fait la moitié du boulot pour lui. Il avait fait le reste tout seul.
pratiquement sous le nez de cette salope squelettique. « Et voilà !» dit Brady en tendant à Jérôme des glaces qu'il aimerait avoir coupées à l'arsenic. Ou à la warfarine. Fais-leur en bouffer, et ils pisseront du sang par les yeux, les oreilles et la bouche, sans parler du trou du cul. Il imagine tous les gosses du West Side lâcher leurs sacs et leurs précieux portables alors que du sang leur coule par tous les orifices. Ça ferait un film catastrophe d'enfer. Jérôme lui donne un billet de 10, et en lui rendant la monnaie, Brady lui offre un biscuit pour chien. « Pour Odell, dit-il. « Merci, monsieur, dit Barbara, puis elle lèche sa glace au chocolat. « C'est trop bon. Régale-toi, ma puce. » Il conduit le camion de Mr. Delis et une coccinelle cyberpatrouille de dépannage informatique. Mais son vrai boulot cet été, c'est l'inspecteur K. William Hodges, Rhett, et s'assurer que l'inspecteur Hodges, Rhett, se serve de son arme. Brady retourne à l'usine des crèmes glacées Lubs pour rendre son camion et se changer. Il respecte la limitation de vitesse tout du long. Prudence et mère de sûreté. Après avoir quitté Demasio's et fait un petit détour pour s'occuper des brutes qui martyrisaient le petit gosse sous le pont autoroutier, Hodges monte à bord de sa Toyota et parcourt les rues de la ville sans but particulier. Du moins, c'est ce qu'il pense. Jusqu'à ce qu'il se retrouve sur Lilac Drive, dans la banlieue huppée de Sugar Heights, sur les rives du lac. Là, il s'arrête et se gare de l'autre côté de la rue, en face d'un portail portant le numéro 729 sur l'un de ses poteaux en pierre massif. La maison de feu Olivia Trelawney se dresse au bout d'une allée en asphalte presque aussi large que la rue sur laquelle elle donne. Une pancarte à vendre est fixée au portail, invitant les acheteurs qualifiés à appeler Michael Zaffron Immobilier et résidence de luxe. Hodges se dit que la pancarte est bonne pour rester là un moment, vu la conjoncture immobilière en ces temps de grâce 2010. Mais quelqu'un s'occupe d'entretenir la pelouse. Et compte tenu de la taille de la dite pelouse, ce quelqu'un doit utiliser une tondeuse autrement plus impressionnante que la petite Lone Boy de Hodges. Qui paye pour l'entretien? Ça doit être la succession de Mrs. T. On peut dire qu'elle roulait sur l'or, cette femme. Il lui semble se souvenir que le chiffre annoncé pour son patrimoine avoisinait les 7 millions de dollars. Pour la première fois, depuis qu'il a pris sa retraite et passé le dossier du massacre de City Center à Pete Huntley et Isabel Janes, Hodges se demande si la mère de Mrs. T est toujours en vie. Il se souvient de la scoliose qui pliait presque la pauvre femme en deux et la faisait terriblement souffrir, mais une scoliose n'est pas nécessairement fatale. Et Olivia Trelawney n'avait-elle pas une sœur qui vivait quelque part dans l'Ouest? Il essaie de retrouver le nom de la sœur, mais en vain. Ce qui lui revient, c'est que Pete s'était mis à appeler Mrs. Trelawney « Madame Tic Nerveux », parce qu'elle ne pouvait s'empêcher de rajuster ses vêtements, de tapoter son chignon impeccablement tiré qui n'avait aucun besoin d'être tapoté, et de tripoter le bracelet en or de sa montre Patek Philippe qu'elle tournait et retournait autour de son poignet osseux. Hodges avait eu de l'antipathie pour elle. Pete en était presque venu à l'exécrer. Du coup, lui coller une part de responsabilité dans l'horreur du City Center avait eu quelque chose de jouissif. Tout compte fait, c'était elle qui avait rendu ces atrocités possibles. Il n'y avait aucun doute là-dessus. On lui avait remis 2 clés à l'achat de sa Mercedes et elle n'avait été en mesure d'en présenter qu'une seule. Puis, peu avant Thanksgiving, suicide. Hodges se rappelle très clairement ce que Pete avait dit quand ils avaient appris la nouvelle. Si elle croise tous ces morts de l'autre côté, surtout la jeune Janice Cray et son bébé, elle aura de sérieuses explications à fournir. Pour Pete, c'était l'aveu final. Quelque part au fond d'elle-même, Mrs. T avait toujours su qu'elle avait laissé la clé sur le contact de sa dame grise, comme elle l'appelait. Hodges aussi avait pensé ça. La question c'est, le pense-t-il toujours? Ou bien, est-ce que la lettre anonyme qu'il a reçue hier du soi-disant tueur à la Mercedes l'a fait changer d'avis? Peut-être pas. Mais cette lettre soulève tout de même quelques interrogations. Et si Mr. Mercedes
On avait envoyé une semblable à Mrs. Trelawney. Mrs. Trelawney, avec tous ses tics et toutes ses peurs dissimulées sous une fine carapace de défi. N'était-ce pas tout à fait envisageable? Mr. Mercedes savait très certainement avec quelle colère et quel mépris les gens l'avaient traité suite à la tragédie. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de lire le courrier des lecteurs dans le journal local. Est-il possible? Mais il est interrompu dans ses pensées quand une voiture vient s'arrêter juste derrière lui, si proche qu'elle touche presque le pare-choc de sa Toyota. Il n'y a pas de gyrophare sur le toit, mais c'est une Crown Vic bleu pastel, un modèle récent. L'homme qui en sort est baraqué, avec les cheveux en brosse, et il a sûrement un holster d'épaule sous sa veste. Si c'était un policier de la ville, Hodges sait qu'il y aurait un Glock 40 à l'intérieur, le même qu'il y a chez lui dans le coffre. Mais ce n'est pas un policier de la ville. Hodges les connaît encore tous. Il baisse sa vitre. « Bonjour, monsieur, » dit Coupe en brosse. « Je peux vous demander ce que vous faites ici? Ça fait un petit moment que vous êtes garé là. » Hodges regarde sa montre. En effet, il est presque 4h30. Étant donné que c'est l'heure de pointe, il aura de la chance s'il arrive à temps chez lui pour regarder CBS Evening News avec Scott Pelley. Il a arrêté de regarder NBC le jour où il a décidé que Brian Williams était un bon bougre un peu trop accro aux vidéos sur YouTube. Pas le genre de présentateur qu'il souhaite quand le monde entier semble sur le point de s'écrouler. « Monsieur, j'espère sincèrement une réponse. » Coupe en brosse se penche. Sa veste s'en trouve. Pas un Glock, mais un Ruger. Un flingue de cow-boy, selon Hodges. « Et moi, j'espère sincèrement que vous êtes habilité à me le demander. » Son interlocuteur fronce les sourcils. « Je vous demande pardon? » « J'imagine que vous êtes agent de sécurité, » répond Hodges patiemment. « Mais je voudrais voir votre badge. Et puis, vous savez quoi? J'aimerais voir votre permis de port d'armes dissimulé pour le flingue que vous portez sous votre veste. Et vous avez plutôt intérêt à l'avoir sur vous, et pas dans la boîte à gants de votre voiture, sinon vous êtes en violation du chapitre 19 du Code des armes à feu de cette ville, qui en résumé stipule « Si vous portez une arme à feu dissimulée, vous devez également porter votre permis de port d'arme à feu dissimulé. Alors, voyons voir un peu vos papiers. » Le froncement de sourcils de Coupe en brosse s'accentue. « Vous êtes flic? »« Retraité, » dit Hodges. « Mais je n'ai pas oublié pour autant mes droits et vos devoirs. Montrez-moi vos papiers et votre permis de port d'armes, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas obligé de me les remettre. Un peu que je suis pas obligé. Mais j'aimerais les voir. Ensuite, je pourrai vous dire ce que je fais là. » Coupe en brosse réfléchit, mais l'espace de quelques secondes seulement. Puis il sort son portefeuille et l'ouvre d'un coup de pouce. Dans cette ville, comme dans la plupart des villes, se dit Hodges, les agents de sécurité traitent les flics retraités comme s'ils étaient encore en fonction, parce que les flics retraités ont plein d'amis qui sont en fonction et qui peuvent vous rendre la vie difficile s'ils ont une bonne raison de le faire. Le gars s'appelle Radney Peoples et il bosse pour Vigilant Guard Service. Il montre aussi son permis, encore valable jusqu'en juin 2012. Radney, pas Rodney, dit Hodges, comme Radney Foster, le chanteur de country. Foster lâche un sourire. Exact. Monsieur Peoples, Bill Hodges, anciennement inspecteur de première division. Mon dernier gros dossier était le tueur à la Mercedes. J'imagine que ça vous donne une petite idée de ce que je fais ici. « Mrs. Trelawney » dit Foster, et il recule respectueusement quand Hodges ouvre la portière de sa voiture, sort et s'étire. « Un petit retour vers le passé, inspecteur ?»« Plus d'inspecteur pour moi désormais. Juste monsieur. » Hodges lui tend la main. Peoples la serre. « Sinon, vous avez vu juste. J'ai mis fin à mon boulot de flic à peu près au moment où Mrs. Trelawney a mis fin à ses jours. »« Quelle tristesse !» dit Peoples. « Vous savez que des gosses ont lancé des œufs sur son portail? Et pas que pour Halloween. 3 ou 4 fois. On en a attrapé une bande, mais les autres... » Il secoue la tête. « Et du papier toilette aussi. »« Oui, ils adorent ça, » dit Hodges. « Et une nuit, quelqu'un a tagué le poteau gauche de son portail. Heureusement, on s'en est occupé avant qu'elle le voie. Vous savez ce que ça disait? » Hodges secoue la tête. Peoples baisse la voix. « Salope de tueuse. » Voilà ce que ça disait.
et en grandes lettres capitales dégoulinantes, ce qui était totalement injuste. Elle a juste fait une bourde, c'est tout. Lequel d'entre nous n'en a jamais fait? Pas moi, ça c'est sûr, dit Hodges. Exactement. La Bible dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. On sera bien ce jour-là, pense Hodges. Puis il demande, avec une sincère curiosité, « Mrs. Trelawney, est-ce que vous l'appréciez ?» Le regard de Peoples se perd en haut à gauche, un mouvement d'yeux involontaire que Hodges a très souvent vu en salle d'interrogatoire au cours des années. Peoples va soit éluder la question, soit carrément mentir. Il choisit d'éluder. « Eh bien, dit-il, elle était généreuse à Noël. Elle se trompait parfois dans les prénoms, mais elle savait très bien qui on était, et elle nous donnait 40$ chacun et une bouteille de whisky. Du bon whisky. Vous pouvez pas en dire autant de son mari. » Il lâche un reniflement sarcastique. 10$ glissés dans une carte de vœux Hallmark, c'est tout ce à quoi on avait droit quand ce vieux radin était toujours en selle. Pour qui est-ce que Vigilant travaille exactement? Ça s'appelle la Sugar Heights Association, une de ces organisations de résidents, vous savez, qui s'opposent aux projets d'urbanisme quand ils leur déplaisent et veillent à ce que tout le monde dans le quartier réponde à certaines exigences de standing, je dirais. Ils ont un règlement draconien. À Noël, par exemple, vous avez le droit de mettre des guirlandes lumineuses blanches, mais pas décolorées, et elles ne doivent pas clignoter. Hodges lève les yeux au ciel. Peoples sourit. Ils sont passés du statut d'ennemi potentiel au statut de collègue. Ou pas loin, en tout cas. Et tout ça pourquoi? Parce que Hodges a su mettre le doigt sur l'origine du prénom pas tout à fait orthodoxe du gars. On pourrait appeler ça de la chance, mais il y a toujours un détail qui vous placera sur un pied d'égalité avec la personne que vous voulez interroger. Un petit quelque chose. Et une partie de la réussite de Hodges en tant que flic tenait au fait qu'il était capable de l'identifier. Du moins la plupart du temps. C'est un talent que Pete Huntley n'a jamais eu. Et Hodges est ravi de découvrir que son flair est toujours en bon état. « Je crois qu'elle avait une sœur, » dit-il. « Mrs. Trelawney, je veux dire. Je ne l'ai jamais rencontrée, cela dit, et impossible de me souvenir de son nom. »« Janelle Patterson, » répond Peoples du tac au tac. « Donc j'imagine que vous l'avez rencontrée. »« En effet, c'est quelqu'un de bien. Elle ressemble un peu à Mrs. Trelawney, mais en plus jeune et plus jolie. » Ses mains décrivent une forme de sablier. « Plus en chair. Savez-vous s'il y a du nouveau concernant cette affaire de la Mercedes, monsieur Hodges ?» En temps normal, ce n'est pas une question à laquelle Hodges répondrait. Mais pour obtenir des informations, il faut savoir soi-même en donner. Et de ce côté-là, Hodges est tranquille, car il n'a rien à donner. Il utilise la même expression que Pete Huntley il y a quelques heures. « C'est le calme plat. » Peoples acquiesce, comme s'il n'en attendait pas plus. « Impulsion criminelle? Aucun lien avec les victimes, pas de mobile, juste le maudit plaisir de tuer. La meilleure chance de le coincer, c'est s'il essaye de recommencer, vous ne croyez pas? » Mr. Mercedes dit qu'il ne recommencera pas, pense Hodges. Mais ça, c'est une information qu'il ne tient absolument pas à partager. Alors il approuve. L'entente collégiale est toujours une bonne chose. « Mrs. T a laissé une fameuse succession, » dit Hodges. « Et je ne parle pas seulement de la maison. Je me demande si la sœur a hérité. »« Ah ouais !» répond Peoples. Il s'interrompt un instant, puis dit quelque chose que Hodges lui-même dira à quelqu'un d'autre dans un futur proche. « Puis-je compter sur votre discrétion? »« Oui. » À ce genre de questions, il faut toujours répondre simplement. Pas de qualificatif superflu. Mrs. Patterson vivait à Los Angeles quand sa sœur, vous savez, les cachait. Hodges acquiesce. Mariée, mais pas d'enfant. Pas un mariage heureux. Quand elle a appris qu'elle héritait de millions de dollars et d'une maison à Sugar Heights, elle a quitté son mari illico et déménagé dans l'Est. Peoples fait un geste en direction du portail, avec sa large allée et la maison au bout. Elle a habité là pendant 2 mois, le temps que le testament soit homologué. Elle est devenue assez intime avec Mrs. Wilcox, qui habite au 640. Mrs. Wilcox aime bavarder, et elle me considère comme un ami. Ça voulait aussi bien dire copain autour d'un café que partie de jambes en l'air l'après-midi.
Patterson a pris le relais avec leur mère qui vit en ville, dans un immeuble en copropriété. Vous connaissez la mère? Elizabeth Wharton, dit Hodges. Je me demande si elle est toujours en vie. Oh, j'en suis quasiment sûr, parce qu'elle souffrait d'une grave scoliose. Hodges courbe le dos et effectue quelques pas en avant pour illustrer. Si vous voulez recevoir, il faut donner. Vraiment? Pas de chance. Bref, Hélène, Mrs. Wilcox, dit que Miss Patterson lui rendait visite avec une régularité d'horloge, exactement comme Mrs. Trelawney le faisait. Enfin, jusqu'à il y a un mois. Les choses ont dû empirer, car il me semble que la vieille dame est en maison de retraite du côté de Warsaw County, maintenant. Miss Patterson a emménagé dans l'appartement de sa mère. C'est là qu'elle habite maintenant. Je la vois quand même de temps en temps. La dernière fois, c'était il y a une semaine, quand l'agent immobilier est venu faire visiter la maison. Hodges décide qu'il a obtenu de Radney Peoples tout ce qu'il pouvait raisonnablement en attendre. « Merci pour la mise à jour. Je vais y aller. Désolé qu'on ait commencé du mauvais pied. »« Pas de problème, » répond Peoples en serrant fermement la main que Hodges lui tend. « Vous avez mené la danse comme un pro. Et surtout, n'oubliez pas, je ne vous ai rien dit. Même si Janelle Patterson vit en ville, elle fait toujours partie de l'association. Elle est donc toujours notre cliente. » « Je n'ai absolument rien entendu, » dit Hodges en retournant à sa voiture. Il espère que le mari de Hélène Wilcox ne surprendra jamais sa femme au pieu avec M. Muscle, si c'est effectivement ce qu'il y a entre eux. Ça mettrait sûrement fin aux dispositions entre Vigilant Guard Service et les habitants de Sugar Heights, et ce serait la porte assurée pour Peoples. Aucun doute là-dessus. Peut-être qu'elle trottine simplement jusqu'à sa voiture pour lui apporter des cookies frais, se dit Hodges en s'éloignant. Toi, t'as trop regardé de thérapies de couple nazi à la télé. Non pas que la vie sexuelle de Radney Peoples intéresse Hodges. Non, ce qui l'intéresse, alors qu'il roule en direction de sa propre maison bien plus modeste du West Side, c'est que Janelle Patterson a hérité de la fortune de sa sœur, que Janelle Patterson habite en ville, du moins pour le moment, et que Janelle Patterson a dû s'occuper des biens de la défunte Olivia Trelawney, ce qui inclurait ses papiers personnels, lesquels pouvaient inclure une lettre, peut-être plus, de l'espèce de taré qui a pris contact avec Hodges. Si une telle correspondance existe, il aimerait la voir. Bien sûr, c'est une affaire qui concerne la police, et K. William Hodges n'est plus policier. En y mettant le nez, il s'aventure bien au-delà des limites de la légalité, et il le sait. Dissimulation de preuves pour commencer. Mais il n'a nullement l'intention de s'arrêter en si bon chemin. L'arrogance présomptueuse de la lettre de ce taré l'a chauffé. Mais, il doit l'admettre, l'a chauffé dans le bon sens. Ça lui a donné un but, et après les derniers mois qu'il vient de passer, c'est un sentiment plutôt exaltant. Si jamais j'avance un tant soit peu, je remettrai tout entre les mains de Pete. En se disant ça, il ne regarde pas dans le rétroviseur, mais s'il l'avait fait, il aurait vu son regard se perdre en haut à gauche. Hodges gare sa voiture sous l'appentis qui lui sert de garage sur le côté gauche de sa maison, puis s'arrête un instant pour admirer sa pelouse fraîchement tondue, avant de s'avancer vers la porte. Un mot dépasse de la fente de sa boîte aux lettres. Il pense d'abord à Mr. Mercedes, mais ça serait un peu gonflé même de la part de ce type. C'est un mot de Jérôme. Son écriture soignée contraste sauvagement avec le style petit nègre farfelu du message. « Yo, patron, moi tendu pelouse et rangé tondeuse dans abri voiture. Moi espérez-vous pas rouler dessus, missier. Si vous avoir cové pour gentil petit black, vous checkez moi. Moi content voir vous si moi pas occupé avec mes gazelles. La gazelle demande beaucoup de travail et une bonne petite claque des fois. C'est des morveuses les gazelles, surtout les grandes brinques du sud. Moi toujours là pour vous, missier. Big up! Jérôme. Hodges secoue la tête de désespoir, mais ne peut s'empêcher de sourire. Son gentil petit black n'a que des A en maths, niveau avancé. Il sait réparer les gouttières décrochées. Il nettoie l'ordinateur de Hodges quand celui-ci part à volo, ce qui arrive souvent, en partie à cause du mauvais traitement que lui inflige Hodges lui-même. Il s'y connaît un peu en plomberie. Il parle plutôt bien français, et si vous lui demandez ce qu'il est en train de lire,
il est capable de vous tenir le crachoir sur le symbolisme du sang chez D.H. Lawrence pendant au moins une demi-heure. Il n'a pas le désir d'être blanc, mais de par son statut de jeune homme noir, doué, issu d'une famille de la petite bourgeoisie, il a tout de même eu à affronter ce qu'il appelle des problèmes d'identité. Il dit ça en rigolant, mais Hodges ne pense pas que ce soit seulement pour plaisanter. Pas tout à fait. Le père et la mère de Jérôme, respectivement prof à l'université et expert comptable, et tous deux manquant sérieusement d'humour, selon Hodges, seraient sans nul doute horrifiés de voir cette lettre. Ils en viendraient peut-être même à prendre rendez-vous chez un psy. Mais ce n'est pas Hodges qui ira cafeter. « Jérôme, Jérôme, Jérôme !» psalmodie-t-il en ouvrant la porte. Jérôme et ses covets pour missier. Jérôme qui n'arrive pas à se décider, du moins pour le moment, entre les différentes universités de l'Ivy League. Présumer qu'il sera accepté dans chacune d'entre elles va bien entendu de soi. C'est la seule personne du quartier que Hodges considère comme un ami. Et franchement, le seul dont il ait besoin. Hodges trouve que l'amitié est quelque chose de surfait. Et sur ce point-là, à défaut de tout autre, il est comme Brady Hartsfield. Il est rentré à temps pour les infos du soir, mais n'est finalement plus d'humeur. Il y a des limites à ce qu'il peut tolérer en matière de marée noire et de tea party. À la place, il allume son ordinateur, ouvre Firefox et tape sous le parapluie bleu de débit dans la barre de recherche. Il n'y a que 6 résultats, une très petite touche dans l'immense mer de poissons qu'est Internet, et seulement un qui corresponde exactement à sa recherche. Hodges clique dessus et une image apparaît. Une colline verte sous un ciel menaçant. De la pluie, une animation qui tourne en boucle, remarque Hodges, ruisselle en filets argentés sur l'écran. Mais les 2 personnes assises sous un grand parapluie bleu, un jeune homme et une jeune femme, sont à l'abri. Ils ne s'embrassent pas, mais leurs têtes se touchent. Ils paraissent plongés dans une profonde conversation. Sous l'image, un bref descriptif explique la raison d'être du site. Contrairement aux réseaux sociaux tels que Facebook et LinkedIn, sous le parapluie bleu de débit est un chat où de vieux amis peuvent se retrouver et de nouveaux amis se rencontrer, dans l'anonymat le plus complet. Pas de photos, pas de pornographie, pas de tweets limités à 140 caractères, seulement de bonnes vieilles conversations, comme on n'en fait plus. En dessous, il y a un bouton « Commencer ». Hodges déplace son curseur dessus, puis hésite. Il y a 6 mois de ça, Jérôme avait dû changer son adresse mail car tous les contacts de Hodges avaient reçu un message disant qu'il était coincé à New York, qu'on lui avait volé son portefeuille et toutes ses cartes de crédit et qu'il avait besoin d'argent pour rentrer chez lui. Les destinataires de cet email voulaient-ils bien lui envoyer $50, plus s'ils le pouvaient, à Mailbox, etc., à Tribeca. « Je vous rembourserai dès que je me serai sorti de ce pétrin », concluait le message. Hodges avait été fortement embarrassé, car son ex, son frère qui vivait à Toledo, et plus d'une 40aine de flics avec qui il avait bossé ces dernières années, avaient reçu la tentative d'extorsion de fonds, et aussi sa fille. Il s'était attendu à ce que ses téléphones, le fixe et le portable, n'arrêtent pas de sonner pendant les 48 heures suivantes, mais très peu de gens avaient appelé. Et seule Allison avait semblé réellement inquiète. Ça ne l'avait pas étonnée. Ellie, gamine lugubre par nature, s'attendait à ce que son père perde la boule depuis qu'il avait passé la barre des 55 ans. Hodges avait appelé Jérôme au secours, et Jérôme lui avait dit qu'il avait été victime de phishing, aussi appelé hameçonnage ou filoutage. De manière générale, c'est pour vendre du Viagra ou des bijoux de contrefaçon, mais j'ai déjà vu ce genre de combine-là aussi. C'est arrivé à mon prof d'études environnementales et il a dû rembourser près de $100. Bien sûr, c'était à l'époque, avant que les gens commencent à faire un peu plus attention. Ça veut dire quoi, à l'époque, Jérôme? Jérôme avait haussé les épaules. Il y a 2-3 ans. C'est tout un nouveau monde de l'autre côté de l'écran, monsieur Hodges. Estimez-vous heureux de ne pas avoir chopé de virus et perdu toutes vos données et applications. J'aurais pas perdu grand-chose, avait répondu Hodges. Je me sers surtout de l'ordinateur pour aller sur Internet. Mais le jeu de solitaire m'aurait quand même manqué. Ça joue
Happy days are here again quand je gagne. Jérôme lui avait lancé son regard breveté « Je suis trop poli pour te traiter de débile. » Et votre déclaration d'impôt? Je vous ai aidé à la faire en ligne l'année dernière. Vous voulez que quelqu'un sache ce que vous payez à l'oncle Sam? À part moi, je veux dire? Hodges avait convenu que non. Avec ce ton étrange, et d'une certaine façon attachant, de professeur d'école que les jeunes gens intelligents semblent prendre à chaque fois qu'ils s'efforcent d'éduquer les pauvres vieux ignorants, Jérôme avait dit « Votre ordinateur, c'est pas qu'une espèce de télé. Sortez-vous ça de la tête. À chaque fois que vous l'allumez, vous ouvrez une fenêtre sur votre vie. Pour peu que quelqu'un veuille regarder, bien sûr. » Tout ça lui traverse l'esprit, alors qu'il fixe le parapluie bleu et regarde la pluie dégouliner en boucle. D'autres trucs lui traversent l'esprit. Son esprit de flic, resté longtemps endormi, mais maintenant bien réveillé. Peut-être que Mr. Mercedes veut parler. D'un autre côté, peut-être qu'il veut simplement regarder par la fenêtre dont Jérôme parlait. Au lieu de cliquer sur « Commencer », Hodges ferme le site, attrape son portable et appelle l'un des numéros qu'il a en raccourci. C'est la mère de Jérôme qui décroche, et après un petit échange sympathique, elle passe le téléphone à Mr. Covey-Poumissier lui-même. Dans un patois afro-américain des plus horribles, Hodges dit « Yo mec, respect putain. Tes meufs te respectent et te ramènent du fric, ça roule mon frère. »« Ah, salut monsieur Hodges. Oui, ça va? »« Vas-y, tu kiffes pas que je te parle comme ça sur ton phone, bro? » Jérôme a vraiment l'air abasourdi, et Hodges prend pitié de lui. « La pelouse est parfaite. »« Ah, tant mieux, merci. Je peux faire autre chose pour vous? »« Ça se pourrait bien. Tu peux passer après les cours demain? C'est mon ordinateur. »« Bien sûr, c'est quoi le problème cette fois? »« Je préfère pas en parler au téléphone, » dit Hodges. « Mais ça pourrait t'intéresser. 4 heures, c'est bon? »« Ça marche. »« Bien. Et fais-moi plaisir. Laisse Tyrone Feel Good Delight à la maison. »« Ok, monsieur Hodges, pas de problème. »« Quand est-ce que tu vas te lâcher un peu et m'appeler Bill? Monsieur Hodges, ça me donne l'impression d'être ton prof d'histoire. »« Peut-être quand je serai plus au lycée, » répond Jérôme très sérieux. « Du moment que tu sais que tu peux sauter le pas quand tu veux. » Jérôme rigole. Ce gosse a un super rire. Ça remonte toujours le moral à Hodges de l'entendre. Il reste assis devant son ordinateur, dans la cage qui lui sert de bureau, tapotant des doigts, réfléchissant. Il se rend compte qu'il n'utilise quasiment jamais cette pièce le soir venu. S'il se réveille à 2 heures du matin et qu'il n'arrive pas à se rendormir, si. Dans ce cas, il vient jouer au solitaire pendant à peu près 1 heure avant de retourner se coucher. Mais entre 7 heures et minuit, il est généralement calé au fond de son lazy boy à regarder de vieux films sur AMC ou TCM en s'empiffrant de gras et de sucre. Il reprend son téléphone, appelle les renseignements et demande au robot à l'autre bout du fil s'il a un numéro pour Janelle Patterson. Il a peu d'espoir. Maintenant qu'elle est la femme qui valait 7 millions et qu'elle est fraîchement débarquée sur le marché des divorcés, la sœur de Mrs. Trelawney est probablement sur liste rouge. Mais le robot crachote un numéro. Hodges ne s'y attendait tellement pas qu'il doit partir à tâtons à la recherche d'un stylo et taper 2 pour répéter. Il pianote encore un peu, se demandant de quelle façon il pourrait l'aborder. Ça ne mènera sûrement à rien, mais c'est ce qu'il ferait s'il était encore flic. Et puisqu'il ne l'est plus, ça va lui demander un chouïa plus de subtilité. Il est amusé de constater à quel point il est impatient de relever le défi. Sur la route, Brady appelle Sammy's Pizza pour commander une petite pepperoni champignon à emporter. S'il pensait que sa mère en mangerait une part ou 2, il en aurait commandé une plus grande, mais il n'est pas tombé de la dernière pluie. Peut-être qu'elle en mangerait si c'était une pepperoni pop-off, pense-t-il. S'ils en faisaient des comme ça, je devrais laisser tomber la moyenne et passer direct à la géante. Cette partie nord de la ville est bordée de lotissements bâtis entre la guerre de Corée et celle du Vietnam, ce qui signifie que toutes les maisons se ressemblent et qu'elles commencent toutes à tomber en ruine. Bien qu'il fasse maintenant nuit noire, des jouets en plastique traînent encore sur la plupart des pelouses d'herbe de rue. Les Hartsfield habitent au 49 Elm Street, où il n'y a aucun norme et où il n'y en a probablement jamais eu.
C'est juste que toutes les rues dans cette partie de la ville, très logiquement appelée Northfield, portent des noms d'arbres. Brady se gare derrière la Honda rouillée de maman, qui, soit dit en passant, a besoin d'un nouveau pot d'échappement, de nouveaux joints d'étanchéité et de nouvelles bougies, sans parler de la vignette du contrôle technique. Laisse-la s'occuper de ça, pense Brady. Mais elle ne le fera pas. C'est lui qui le fera. Il n'a pas le choix. Comme c'est lui qui s'occupe de tout le reste. Comme je me suis occupé de Frankie, se dit-il, à l'époque où le sous-sol était juste le sous-sol et pas encore mon centre de contrôle. Brady et Deborah Hartsfield ne parlent jamais de Frankie. La porte est fermée à clé. Elle aura au moins retenu ça, même si Dieu sait que ça n'a pas été facile. C'est le genre de personne qui croit que dans la vie, OK est la réponse à tous les problèmes. Tu lui dis « Remets le lait au frigo quand t'as fini de t'en servir », elle dit « OK ». Puis tu rentres chez toi le soir et le lait est toujours sur la table en train de tourner. Tu lui dis « Tu peux faire une lessive s'il te plaît ? Il me faut un uniforme propre pour demain ». Elle dit « OK ». Mais quand tu passes la tête dans la buanderie, le panier à linge sale est toujours plein. C'est le bavardage de la télé qui l'accueille. Quelque chose à propos d'un défi immunitaire, donc elle regarde Survivor. Il a essayé de lui dire que c'était truqué, un piège à con, quoi. Elle dit que oui, d'accord, elle sait, mais elle ne rate jamais un épisode. « C'est moi, maman. »« Bonjour, mon chéri. » La voix à peine pâteuse, ce qui n'est pas trop mal pour cette heure avancée de la soirée. Si j'étais son foie, pense Brady, je profiterais qu'elle est en train de ronfler la nuit pour m'échapper par sa bouche et foutre le camp d'ici. Il ressent tout de même cette petite étincelle d'anticipation en entrant dans le salon. Cette étincelle qu'il déteste. Elle est sur le canapé dans le peignoir de soie blanc qu'il lui a offert pour Noël. Et il peut voir autre chose de blanc à l'endroit où le peignoir est entrouvert, très haut sur ses cuisses. Sa culotte. Il refuse de penser au mot string s'agissant de sa mère. Trop sexy. Mais c'est quand même là, dans un coin de sa tête. Un serpent caché dans du sumac vénéneux. Il peut aussi voir le contour arrondi de ses tétons. Ce n'est pas normal que ce genre de choses l'excite. Elle approche de la cinquantaine. Elle commence à avoir de la graisse superflue au niveau de la taille. C'est sa mère, pour l'amour de Dieu. Mais... J'ai de la pizza, dit-il, montrant la boîte et pensant « J'ai déjà mangé. »« J'ai déjà mangé ?» répond-elle. Probablement que oui. Quelques feuilles de laitue et un pot de yaourt. C'est comme ça qu'elle entretient ce qui lui reste de silhouette. « C'est ta préférée ?» dit-il en pensant « Non, c'est la tienne. Régale-toi, mon chéri. »« Non, c'est la tienne. Régale-toi, mon cœur. » Elle lève son verre et prend une petite gorgée raffinée du bout des lèvres. Les lampées sont pour plus tard, quand il sera monté se coucher et qu'elle le croira endormi. Son peignoir s'ouvre un peu plus. Peignoir blanc, string blanc. Culotte, se dit-il, culotte. C'est qu'une culotte. C'est ma mère, c'est maman, et quand c'est ta maman, c'est rien qu'une culotte. Elle le voit en train de regarder et sourit. Elle ne rajuste pas son peignoir. Les survivants sont aux Fidji cette année. Elle fronce les sourcils. Je crois que c'est Fidji. Bref, une de ces îles. Viens regarder avec moi. Non, je crois que je vais descendre travailler un peu. Sur quel projet tu travailles en ce moment, mon chéri? Un nouveau routeur. Elle ne saurait pas faire la différence entre un routeur et un bloc moteur. Donc, c'est sans risque. Un de ces jours, tu vas nous inventer un truc qui nous rendra riches, dit-elle. Je le sais. Et alors, adieu le magasin d'électronique et adieu le camion de glace. Elle le regarde avec de grands yeux à peine mouillés par la vodka. Il ne sait pas combien elle en descend au cours d'une journée ordinaire, et compter les bouteilles vides ne sert à rien, car elle les jette quelque part. Mais il sait que sa résistance est hallucinante. « Merci, dit-il.
se sentant flatté malgré lui, ressentant d'autres choses aussi, vraiment, vraiment malgré lui. « Viens faire un bisou à ta maman, mon lapin. » Il s'approche du canapé, s'obligeant à ne pas regarder le devant du kimono béant et s'efforçant d'ignorer le fourmillement croissant juste au-dessous de sa boucle de ceinture. Elle lui tend une joue, mais quand il se penche pour l'embrasser, elle tourne la tête et presse ses lèvres humides et entr'ouvertes contre les siennes. Elles ont le goût de l'alcool, et il sent le parfum qu'elle se met toujours derrière les oreilles. Elle en met ailleurs aussi. Elle pose une main sur sa nuque et passe ses doigts dans ses cheveux, déclenchant un frisson qui lui parcourt l'échine jusqu'au creux des reins. Elle effleure sa lèvre supérieure du bout de la langue, très furtivement. Un contact à peine perceptible, puis se recule et lui fait le regard innocent de Starlet. « Mon lapin !» souffle-t-elle comme l'héroïne d'une comédie romantique pour filles. Le genre où les hommes brandissent des épées et les femmes portent des robes à décolleté plongeant, leurs nichons comprimés remontés en 2 globes luisants. Il se libère de son emprise précipitamment. Elle lui sourit, puis retourne à sa télé, où de beaux jeunes gens courent le long de la plage en maillot. Il ouvre la boîte à pizza avec des mains qui tremblent légèrement, en prend une part et la lâche dans le bol à salade de sa mère. « Mange ça, » dit-il. « Ça épongera l'alcool, un peu. »« Sois pas méchant avec maman, » répond-elle, mais sans rancœur et nullement blessée. Elle referme son peignoir, déjà absente et perdue dans le monde des survivants à nouveau, résolue à découvrir qui devra quitter l'île cette semaine. « Et n'oublie pas de t'occuper de ma voiture, Brady. Elle a besoin d'une nouvelle vignette. »« Elle a besoin de bien plus que ça, » dit-il en partant vers la cuisine. Il attrape un coca dans le frigo et ouvre la porte du sous-sol. Il reste debout dans le noir un instant, puis articule un unique mot. « Contrôle !» En bas, les néons s'allument. Il les a installés lui-même, tout comme il a refait entièrement la cave. Arrivé au pied de l'escalier, il pense à Frankie. Il y pense presque toujours quand il se trouve à l'endroit où Frankie est mort. La seule fois où il n'a pas pensé à Frankie, c'est quand il se préparait pour le City Center. Pendant ces quelques semaines, il avait oublié tout le reste. Et quel soulagement! Brady, avait dit Frankie. Son dernier mot sur la planète Terre. Les gargouillis et les hoquets ne comptent pas. Il pose sa pizza et son soda sur l'établi placé au milieu de la pièce, va dans le cabinet de toilette aussi petit qu'un placard et baisse son pantalon. Il n'arrivera pas à manger, n'arrivera pas à travailler sur son nouveau projet, assurément pas un routeur, n'arrivera pas à penser s'il ne s'occupe pas d'un problème urgent d'abord. Dans sa lettre au gros vieux flic, il prétendait qu'il était tellement excité sexuellement quand il avait foncé dans la foule des demandeurs d'emploi qu'il avait mis un préservatif. Plus loin, il prétendait aussi se masturber quand il revivait la scène. Si tout ça était vrai, alors il faudrait reconsidérer le terme d'auto-érotisme. Mais ça ne l'est pas. Il avait pas mal menti dans cette lettre. Chaque mensonge destiné à attiser un peu plus la colère. Et ses fantasmes sexuels bidons n'étaient pas ses meilleures trouvailles. En réalité, il ne s'intéresse pas vraiment aux filles. Et les filles le sentent. C'est sûrement pour ça qu'il s'entend si bien avec Freddie Linklater, sa collègue geek Gwyn de Discount Electronics. Pour ce qu'il en sait, elle croit peut-être que lui aussi est gay. Mais il n'est pas gay. Il est en grande partie un mystère pour lui-même, un front oclus. Mais une chose est sûre, il n'est pas asexué, pas complètement. Lui et sa mère partagent un secret, genre arc-en-ciel gothique. Une chose à laquelle on ne doit pas penser, à moins que ça ne soit absolument nécessaire. Et quand ça devient nécessaire, il faut y faire face, puis l'occulter à nouveau. « Maman, je vois ton string », pense-t-il. Et il s'occupe de son problème aussi rapidement que possible. Il y a de la vaseline dans le placard à pharmacie, mais il ne l'utilise pas. Il veut que ça brûle.